Le gouvernement Barnier qui fait face aussi à la colère assez inattendue de Marine Le Pen suite aux réquisitoires très lourds auxquels elle a fait face. On en parle et on en débat avec nos deux invités. Bonjour Alexis Isard. Bonjour. Membre de Renaissance, le parti majoritaire, ancien député de l'Essonne. Nous sommes également avec Guilhem Carayon. Bonjour. Bonjour. Vice-président de l'UDR, l'Union des droites pour la République, le parti d'Éric Ciotti, allié au Rassemblement national. On veut ma mort politique, c'est ce qu'a dit hier soir Marine Le Pen à la télévision sur TF1. Est-ce que vous partagez son impression ? Bien sûr. Bien sûr, moi je crois qu'on a aujourd'hui un réquisitoire qui est disproportionné, qui ne correspond pas à ce qu'un procureur aurait dû décider en droit. Et cette décision, elle est assez révélatrice de la volonté d'écarter Marine Le Pen de la prochaine élection présidentielle. Elle est aujourd'hui la favorite. Les sondages montrent qu'elle est en très bonne position pour l'emporter. Et je crois qu'un procureur, la justice, ne doit pas remplacer les électeurs. C'est pas un procureur décidé qui doit être sur la ligne de départ de la prochaine élection présidentielle. Donc j'ai l'impression qu'on a un jugement qui est politique. Et la volonté, encore une fois, d'écarter la favorite de la prochaine présidentielle. Pourtant, c'était déjà arrivé. Alain Juppé avait été condamné. Pour le coup, lui, il avait accepté son sort. Il était parti aux États-Unis, plutôt au Canada précisément, avant de revenir dans la vie politique. Donc, dans une affaire où il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas un centime de plus qui a été accordé aux collaborateurs parlementaires, qui a été accordé au parti, au Rassemblement national, au Front national à l'époque. Donc moi, je crois que ça méritait évidemment pas une peine d'inéligibilité qui me semble absolument disproportionnée. Ouais. Oui, Alexis Isard. La comparaison est bien trouvée, étant donné que pour Alain Juppé, c'était les emplois fictifs de la mairie de Paris. Donc, en fait, je pense au contraire que on précise d'ailleurs, c'est important. Autant Alain Juppé a été condamné, autant Marine Le Pen à ce stade est présumée innocente. Voilà, exactement. En l'occurrence, les lois qui ont été votées justement pour faire en sorte que plus aucun politique ne puisse se servir dans la caisse, parce que évidemment il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, mais cet argent qui a potentiellement été détourné aurait servi le parti du Rassemblement national pour faire des campagnes électorales, donc pour gagner d'autres sièges. Donc c'est quand même une utilisation personnelle de ces fonds publics. On parle de près de 5 millions d'euros détournés. Donc, en réalité, la peine qui est proposée, elle est proportionnelle à ce qui est fait, aux faits qui sont reprochés. Maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il est souhaitable ou non d'interdire une potentielle candidature d'une candidate qui est actuellement, je le regrette, mais aussi populaire. Moi, je préférais que Marine Le Pen soit battue dans les urnes. Vous préféreriez donc qu'elle ne soit pas condamnée ? Alors, je ne vais pas commenter la justice, d'autant plus qu'elle n'a pas été encore prononcée, mais moi je préférerais très largement qu'elle soit battue dans les urnes. Donc oui, mais enfin écoutez, on est sur Sud Radio, parlons vrai, vous êtes membre de la majorité présidentielle pour le coup. Donc concrètement, vous appelez plutôt, vous espérez en tout cas. Oui, parce que j'appelle vous pas la justice personne, mais si je reformule et vous allez me corriger si ça ne va pas, vous espérez que la justice ne condamne pas Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité. Moi j'aimerais très sincèrement que ce soit les électeurs qui le fassent. Et Marine Le Pen le disait d'ailleurs quand elle était plus jeune, à partir du moment où un élu a pris dans la caisse, il doit ne plus avoir le soutien des électeurs. Et c'est aux électeurs de se rendre compte que 5 millions d'euros pris dans la caisse, c'est beaucoup d'argent et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je pense réellement que la sanction la plus dure et la plus juste, c'est celle des électeurs. Guilhem Carayon. En fait, il faut bien comprendre que la réquisition du procureur, c'est l'accusation. C'est pas la justice qui s'est prononcée. C'est pourquoi nous avons rappelé qu'elle était présumée innocente. Exactement. À ce stade. Et maintenant, il y a une autre phase dans le procès qui va suivre, c'est la défense de Marine Le Pen. Ses avocats vont essayer de prouver l'innocence, et vous l'avez très bien exprimé, on a aujourd'hui une présomption d'innocence, Marine Le Pen n'est pas coupable et pas condamnée. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est les électeurs qui doivent trancher et qu'il y a... pardon, Marine Le Pen, quand elle va à la télévision sur TF1 comme hier soir, elle parle comme si elle était déjà condamnée. Bah oui, parce que tous les Français ont vu les réquisitions qui sont très lourdes, et qui nous paraissent parfaitement disproportionnées. Donc maintenant, il y a une autre phase dans le procès. Je pense que c'est pas forcément à nous de nous prononcer. On connaît même pas en plus l'exactitude du dossier. Seulement les magistrats ont la main mise dessus. En tout cas, il y aura une décision normalement début 2025. Et puis il y aura aussi un deuxième degré. C'est la chance du système français avec l'appel potentiellement un an plus tard. Est-ce que ce procès, quoi qu'il arrive, doit être une raison pour vous et vos alliés de censurer le gouvernement Barnier ? Non, ça c'est un autre sujet. Nous, on a toujours dit que les deux peuvent arriver au même moment. Nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que le gouvernement était sous la surveillance, non seulement de l'UDR, du Rassemblement national, mais aussi de tous les Français, de la représentation nationale. Pourquoi ? Parce que ce gouvernement n'a pas de légitimité populaire. LR, moi, c'était la famille politique à laquelle j'ai appartenu pendant plusieurs années, jusqu'à il y a quelques semaines. Et qu'on a quitté avec Éric Ciotti parce qu'on n'acceptait pas l'accord avec Emmanuel Macron. Vous étiez le président des jeunes de ce parti, manifestement votre succession sur place se passe pas très bien en ce moment, mais c'est un autre aspect. Mais ce parti a fait 6%
au premier tour des élections législatives. Ce parti, 3 semaines plus tôt, a fait 7% aux élections européennes. 2 ans plus tôt, ce parti a fait 4% à l'élection présidentielle. Pardon, pas vous. Non, mais quand on a aussi vous, peu... Guillaume Carayon, vous êtes venu pendant des mois et des années nous expliquer que c'est 6-7% à peu près, y compris ceux de François-Xavier Bellamy aux européennes précédentes. Vous rendez quand même légitime. Légitime, oui, évidemment, légitime d'exprimer une voix dans le débat public. Ça, c'est la vocation de toutes les formations politiques, même celles qui font 1% aux élections. Mais diriger le pays, on dirige le pays quand on a gagné des élections. Là, aujourd'hui, on a eu des alliances parfaitement contre nature entre les Républicains de Laurent Wauquiez, de Xavier Bertrand, avec des candidats du Nouveau Front Populaire. Et ces alliances-là ont fait qu'on a une situation à l'Assemblée qui est parfaitement instable. Quand Michel Barnier dit qu'il est prêt à affronter la censure et que de toute façon, lui, il ne cherche pas à être président de la République plus tard, est-ce que vous en tirez les conclusions en appelant vos collègues et directement le censurer puisqu'il n'est pas légitime, c'est ce que vous dites? C'est une décision qui va être prise entre Éric Ciotti, Marine Le Pen, la présidente du groupe du RN. Moi, je crois qu'en l'état, si le budget qui a été présenté aux députés, qui a été d'ailleurs amendé très lourdement par les députés du Nouveau Front Populaire, est présenté à la représentation nationale, évidemment qu'il faudra censurer. C'est un budget qui est inacceptable. On nous avait promis plus de justice fiscale et plus de justice sociale. On n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que ça frappe toujours les mêmes, les classes moyennes, les classes populaires. Et en plus, ça creuse encore plus le déficit. On a toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts. Et j'en prends pour preuve l'augmentation des taxes sur l'électricité de plus de 6 milliards d'euros. Ou des taxes, des droits de notaire notamment, qui ont été décidés aussi hier. Les frais de notaire, merci. Il faut comprendre ce qu'est la censure. Aujourd'hui, vous le savez, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale avant l'été dernier. C'est-à-dire que s'il souhaite redissoudre l'Assemblée nationale, il ne peut pas le faire avant l'été prochain. Ce que ça veut dire, c'est que si le gouvernement est censuré actuellement, et si aucun gouvernement ne peut être proposé alternativement, le président de la République ne peut plus redissoudre, donc il n'y aurait pas de gouvernement. Ce qui veut dire que si le Rassemblement, avec la même chambre. Si le Rassemblement national décide de censurer, tout d'abord, il ne peut pas le faire seul. C'est pas avec 150 députés qu'on censure l'Assemblée nationale, mais avec 289 députés. Et donc, il faut une coalition avec la gauche. Vous avez le Rassemblement national et vous, avec l'UDR, vous avez de la chance, c'est que la gauche a dit peu importe, je censure sans condition, c'est-à-dire qu'ils vous laissent un petit peu la décision de le faire. Ça peut s'entendre parce qu'ils estiment que le gouvernement n'a aucune légitimité populaire. Et donc il doit tomber. À partir de ce moment-là, si vous décidez de censurer le gouvernement, il faut proposer une alternative. Et donc cette alternative, vous allez devoir la proposer avec la gauche et avec la France Insoumise, le Parti Socialiste, les communistes, les écologistes. Et c'est là où ça pose problème, c'est que vous êtes donc obligé de proposer une alternative gouvernementale, mais vous n'êtes pas en capacité de le faire. Avec, je le rappelle, 150 députés, vous n'êtes pas en capacité de gouverner. Pas plus que aujourd'hui, avec le Nouveau Front Populaire qui est un petit peu plus de députés mais qui n'a pas la capacité de gouverner. Notre proposition, c'est pas de gouverner avec la gauche. Nous, on appelle à un changement du mode de scrutin, on appelle... Mais très bien, mais vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain. Si, Michel Barnier a annoncé qu'on pouvait avoir ce chantier au début de l'année 2025. On peut l'avoir, mais imaginons que vos alliés, pourquoi pas, pour des raisons qui leur sont propres, censurent ce gouvernement demain. Qu'est-ce qui se passe? Ma conviction, vous proposez d'alternative, parce que vous êtes obligé de proposer une alternative. Ma conviction, c'est que d'ici à juillet prochain, évidemment, on peut pas avoir de dissolution. Il va falloir passer par des référendums. Il y a des sujets qui sont existentiels pour les Français, par exemple la question de l'immigration, sur lesquels les Républicains ont longtemps appelé à un référendum. Je me souviens de Bruno Retailleau l'année dernière, qui est maintenant ministre de l'Intérieur, qui défendait ce référendum sur l'immigration. Si on interroge les Français sur cette question qui est majeure, qui est importante, sur lesquelles ils ont des convictions qui sont très fortes, il y a entre 70 et 80% des Français qui veulent restreindre drastiquement la politique migratoire. Si on les interroge, on aura peut-être des résultats qui changeront leur vie quotidienne. Vous appelez donc Emmanuel Macron à présider par référendum ce pays en attendant de redissoudre. Pendant 9 mois. On a 9 mois pour faire des référendums, on a 9 mois pour consulter le peuple, et on a aussi 9 mois pour changer de mode de scrutin et pour passer à la proportionnelle. Tous nos voisins européens sont passés à la proportionnelle. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on n'a plus la bipolarisation de la vie politique avec la droite contre la gauche. Maintenant, on a 3 formations politiques qui sont très fortes, c'est le cas en France, et donc ça exige de passer à la proportionnelle. Il y a quelques mois, vous la regrettiez, la fin de cette bipolarité. Pardon, mais il y a quelques mois, vous le regrettiez, la fin de ce bon vieux clivage droite-gauche. Oui, mais aujourd'hui, on fait quoi? On a 3 forces politiques qui ne veulent pas gouverner ensemble. Si on continue comme ça, il n'y aura aucune majorité qui se dégagera. Je ne sais pas si c'est la position de l'UDR que vous nous donnez ici, mais donc vous préféreriez une censure du gouvernement et ensuite une incapacité de proposer un gouvernement pendant 9 mois et de laisser quasi les pleins pouvoirs au président de la République. Pourquoi le gouvernement ne pourrait pas être formé? Mais parce que il n'y aurait pas un gouvernement technique, par exemple?
C'était une des propositions, un des scénarios qu'imaginait Emmanuel Macron. Mais dans ce cas-là, vous souhaitez laisser le plein pouvoir au président de la République. C'est très surprenant, je trouve. Moi, je vais vous dire très honnêtement, je préfère que ce soit Michel Barnier, le Premier ministre de mon pays, plutôt que Lucie Castet, qui était la candidate du nouveau Front populaire. En revanche, ce que je pense aussi, c'est que Michel Barnier aujourd'hui a aucune légitimité pour être le Premier ministre des Français. Il a même pas été élu. C'est un homme très respecté, mais il n'a même pas été élu aux élections législatives. À partir du moment où le gouvernement Barnier n'est pas censuré, il a la légitimité de l'Assemblée nationale. À partir du moment où il est censuré, il ne l'a plus et donc il ne gouverne plus. La légitimité, il la tient de l'Assemblée nationale. D'où la question de la censure qui va se poser dans quelques semaines. C'est ça. Alors, si vous n'avez pas d'alternative, vous préférez ne pas avoir de gouvernement et donc un Parlement qui ne travaille plus. Il y aura dans tous les cas un gouvernement. Moi, je suis convaincu que le président arrivera à trouver un Premier ministre qui dirigera les affaires courantes pendant quelques mois. Donc vous vous en remettez à Emmanuel Macron, hein, il n'a pas tort. C'est lui. Enfin, la Constitution permet au président de la République de nommer n'importe quel Premier ministre. C'est lui qui est choisi. C'est pas notre prérogative. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que cette situation d'instabilité, c'est pas notre fait, c'est pas notre responsabilité, c'est pas nous qui avons fait des alliances avec des gens avec lesquels on n'a pas de conviction commune. Plutôt que celui-ci où vous avez quand même Monsieur Barnier qui vient quand même de vos anciens rangs, Monsieur Retailleau dont vous faites les louanges sur ce plateau-là, vous préféreriez avoir un gouvernement technique qui laisse le pouvoir au président? Moi, je veux simplement qu'il y ait des résultats pour les Français. Je veux que les Français soient protégés. Typiquement, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, c'est très bien, mais à côté d'Inemigo, ministre de la Justice, ça nous permet pas de rétablir l'ordre public sur le territoire. On a vu ces dernières semaines des faits d'insécurité qui marquent les Français. Les gens en ont marre, ils veulent des résultats, et pour ça, il faut un changement de politique. Eh bien, on en reparlera avec vous deux. Pourquoi pas? Merci Alexis Isard, membre de Renaissance. Merci à vous également, Guilhem Carayon, vice-président de l'Union des droites pour la République.